janvier 2025. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et bienvenue dans votre émission. C'est le début de la semaine. Nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle semaine avec vous, en tout cas pleine d'opportunités, pleine de progrès. Nous souhaitons à tous nos téléspectateurs, en tout cas, de nous suivre et de nous accompagner comme c'est toujours le cas. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs, dames. Je suis avec deux invités sur ce plateau que je vais devoir présenter par ordre d'arrivée justement. Monsieur Manik Sienda qui nous revient après, je crois, 2 mois d'absence, ou 2 mois d'absence. Il est là, Monsieur Manik Sienda, acteur politique. Et bonjour et bon retour dans Grande Tribune. Bonjour Monsieur Dan, merci beaucoup. Aussi. Bonne année à toi, bonne année à toute l'équipe de Congo Buzz Télévision. J'ose croire que cette année, cette nouvelle année 2025 sera autant que nous, une année de défis, une année d'excellence, une année de qualité, pourquoi pas une année des télévisions panafricaines, parce que nous devons donner à notre télévision un contenu qui se rapporte avec le défi africains. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'attention accordée par les téléspectateurs. J'ose croire que nous parlerons Congo et rien que le Congo. Merci beaucoup, Monsieur Manix Ienda. En face de Monsieur Manix Ienda, il y a Monsieur Yves Badjoko, qui est cadre à l'ICD de Martin Fayulu. Bonjour et merci aussi de prendre part à cette émission. Et surtout, bonne année. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas comment répondre à vos souhaits. D'autant plus que mon camarade Océan Moulopo, ma camarade Mama Tabala, mon camarade Ngadiadia sont, je ne sais dans quelle situation actuellement, parce qu'ils ont été enlevés par le régime en place. Je ne sais pas comment répondre à vos souhaits lorsque aujourd'hui un nouveau territoire passe totalement sous contrôle du M23. Je ne sais pas comment répondre à vos souhaits lorsque je pense à mes frères de Walikale, je pense à mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabo, du Maïndombe, du plateau des Bateke qui sont abandonnés à eux-mêmes. Je ne sais pas comment répondre à vos souhaits lorsque les médecins viennent de partir en grève. Je ne sais pas comment répondre à vos souhaits lorsque la situation politique, économique, sociale, bref, toute la vie des Congolais est dans une impasse totale. Dans une impasse totale, non, je ne sais pas comment répondre à vos souhaits. J'ai simplement dire que je ne sais pas si je dois vous dire merci, si je dois vous réciproquer les souhaits, les vœux. Fait les vœux, vous avez répondu. Je ne sais pas comment, je n'y ai pas répondu. J'estime qu'il a sa liberté de présenter ses vœux sous forme d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes à la limite. Nous sommes à la limite de l'espoir. Le peuple congolais, particulièrement la jeunesse que j'ai la chance de diriger. Je ne sais pas, vos souhaits se fondent sur quoi? Sur l'incapacité. Les meilleurs. C'est-à-dire on veut quelque chose de bien vous arrive. On ne part pas du constat, mais c'est un souhait. La réalité est totalement accablante. En 2019, on avait souhaité les vœux. En 2021, Bounagan est tombé. En 2025, vous me souhaitez les vœux alors que Massissi Centre est tombé. Donc je ne sais pas comment répondre à vos souhaits parce qu'en 2026, je ne sais pas dans quel état M. Tshisekedi va laisser notre République. En 2026, il va laisser la République, M. Iba Djoko. Son mandat court jusqu'en 2028, pas en 2026. J'espère que nous aurons la lucidité et la force nécessaire de pouvoir, comme on dit, le peuple est souverain, de nous prononcer, de manifester notre mécontentement. Et si nous voulons, UTT qu'il aurait obtenu cette souveraineté du peuple, la récupérer. La récupérer. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, le 30 décembre, puisqu'on parle de Martin Fayulu, président de l'ECD, il a adressé un message à la nation étalé sur 10 points. Premièrement, la corruption et les vols qui gangrènent nos institutions, l'absence totale de la rigueur dans la gestion du trésor public, la sécurité qui est inexistante, notre armée est abandonnée, la diplomatie est défaillante, le tribalisme primaire divise notre nation, la pauvreté explose, l'éducation et la santé s'effondrent, le banditisme urbain prospère, les infrastructures sont en ruine, les droits humains sont piétinés. Mais il y a un point, le point
F, où M. Martin Fayulu parle du tribalisme primaire qui divise notre nation. À ce sujet, il dit ceci: nous observons un repli identitaire au sommet de l'État avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Une seule tribu bénéficie de nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également les flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Nous refusons que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et purement politiciennes. En réaction, un groupe des jeunes de l'Union Sacrée proche, en réaction, un groupe des jeunes de l'Union Sacrée du Kasaï dénonce des propos tribaux de M. Martin Fayulu et demande que justice puisse se saisir de ce cas. Peter Kazadi a également réagi à ce sujet. Il dit ce qui suit, je cite, il condamne les propos de Martin Fayulu qu'il accuse de promouvoir les discours tribalistes et haineux, particulièrement à l'endroit de la communauté Luba. En réaction également à cette sortie médiatique de l'Union Sacrée, à l'unanimité, nous avons convenu de tout mettre en œuvre pour justement barrer la route à cette stratégie. Il s'agit là des jeunes du Kasaï qui sont, eux, membres de l'ECD. M. Martin Fayulu n'a pas du tout été tribaliste dans ses propos. Tout a été, en tout cas, cohérent. On apprend également que Massissi Centre est passé sous pavillon M23 depuis le dimanche dernier, c'était dans l'après-midi. On apprend également que le chef de l'État séjourne à Qatar, principalement à Doha. Monsieur Kabila, Joseph Kabila a rencontré Claudel Loubaya. Ils sont donc convenus de faire un échec à la dictature en cours, et ce, en vertu de l'article 64 de la Constitution. Donc on comprend que M. Kabila est en train de consulter à Addis Abeba en Éthiopie. Peut-être que ce sera le tour bientôt de Martin Fayulu. On ne sait pas encore. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, des invités sur ce plateau. Monsieur Manik Sienda, je commence avec vous, monsieur Manik Sienda. Vous avez suivi cette dernière actualité qui a défrayé la chronique. Je pense en off, on en a discuté. Vous avez dénoncé le fait que on fait la promotion un peu des discours qu'il ne fallait pas. Mais quel est votre regard, portez-vous, sur le discours de M. Martin Fayulu le 30 décembre dernier, et particulièrement le point F, où il a parlé du tribalisme primaire qui divise notre nation? Quel est votre avis par rapport à ça? Bon, d'abord, nous sommes dans un contexte démocratique, et l'ingrédient de base d'une démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais seulement, il faudrait savoir que la démocratie a toujours été encadrée par les règles de droit, parce qu'au-delà de cette liberté, il y a le respect de l'ordre public qu'il faudrait maintenir, il y a le respect de l'autre qu'il faudrait garantir lorsque vous exprimez votre liberté. Martin Fayulu est un acteur politique majeur, président d'un grand parti politique. Martin Fayulu, candidat à 2 reprises à l'élection présidentielle, parce qu'il est porteur d'une vision à l'échelon national, parce qu'il est prêt et engagé à pouvoir résoudre le déshydratat de la population congolaise, parce qu'il considère la politique comme un sacerdoce, un cadre dans lequel il est obligé de pouvoir résoudre le problème de Congolais. J'ai suivi son discours. Dans son discours, il a évoqué plusieurs points. Vous avez même énuméré à l'introduction de cette émission, où il a parlé de la lutte contre la corruption, où il a parlé des exigences de la bonne gouvernance, surtout lorsqu'on détient la commande de l'appareil de l'État. Et il a fustigé effectivement ces phénomènes qu'on appelle les tribalismes, qui est un phénomène nocif, que l'on considère comme une compromission à la santé de la République. Et d'ailleurs, notre Constitution considère les tribalismes comme l'un des éléments qui infestent le fonctionnement normal de l'État.
Le tribalisme est un virus. Et donc aujourd'hui, les dirigeants qui tiennent le bâton de commandement de la République doivent gérer le pays, doivent travailler dans le sens de l'unité et de la solidarité nationale. Décelez-vous un comportement tribal dans les discours de M. Martin Fayulu? Quand il parle du tribalisme primaire qui divise notre nation, il observe un repli identitaire au sommet de l'État avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Non, mais comment on peut traiter... Est-ce qu'il y a une opposition entre les frères dits de sang et les autres compatriotes? Bon, je suis en difficulté de traiter M. Martin Fayulu des tribalistes, parce que dans son discours, il était dans une posture de quelqu'un qui condamne les tribalismes. Donc vous ne pouvez pas traiter des tribalistes quelqu'un qui condamne les tribalismes. Il a fait un constat sur un fait. Il est en train de porter sa critique sur la manière de gérer le pays par ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. Et je parle du pouvoir du président Tshisekedi et ses collaborateurs. Et d'après Martin Fayulu, lui pense que la gestion du pays est orientée vers un camp tribal. Et il déplore et il dénonce. Et donc, quant à ceux qui gèrent le pays, de regarder si la gestion est orientée dans ce sens-là, à défaut de quoi, à votre niveau, ils seraient obligés de réajuster leur façon de faire. Est-ce que vous partagez le fait que le constat qui est fait par M. Martin Fayulu de dire que le pays il y a la promotion du tribalisme au sommet de l'État? Est-ce que vous avez cette impression-là? Ben, moi, je ne suis pas en mesure de partager son point de vue parce qu'il est libre. Et d'ailleurs, moi, je me sens mal à l'aise lorsque j'aborde cette question sur le camp tribal. Parce que moi, je n'ai jamais été un tribaliste. Je ne me suis jamais laissé emporter au gré d'un camp tribal. Je suis un jeune acteur politique. J'ai collaboré avec plusieurs acteurs politiques de toutes les provinces d'ailleurs. Et donc, en aucun cas, j'ai regardé ceux de ma province d'origine comme mes frères de sang et que ceux qui ne sont pas de ma province d'origine deviennent comme des personnes étrangères à mon égard. Moi, je considère tout le Congolais comme mes frères parce que nous sommes un peuple appartenant à une nation. C'est maladroit pour vous de qualifier une communauté ou une tribu comme étant mes frères de sang. Ce serait maladroit pour un acteur politique ou même un chef d'État ou même un dignitaire politique. Je pense qu'il y a des attitudes à afficher lorsqu'on accepte d'assumer un certain nombre de fonctions. La fonction du président de la République, elle est sacrée. La fonction du président de la République incarne les inspirations de toute une nation. Le président de la République a la responsabilité de porter la charge de tout un peuple. Et donc, cette fonction n'a pas besoin des couleurs. Cette fonction n'a pas des tribus. Cette fonction n'a pas de tendance. Cette fonction n'a pas de parti pris. Et donc, je ne conçois pas un président de la République, lorsqu'il s'adresse à une portion de sa population dans un coin bien déterminé, le considérer comme ses frères de sang. Alors, lorsqu'il sera face aux Congolais de l'Équateur, comment le même président va-t-il considérer son peuple de l'Équateur lorsqu'il va se retrouver au Congo central? Comment est-ce qu'il va traiter la population du Congo central? Donc je pense que ces discours-là, n'est pas un bon discours. C'est un discours qui crée une sorte de fraternité entre le président avec une catégorie de la population congolaise au détriment des autres. C'est comme une famille. Le président de la République est le père de la nation. Monsieur Martin Fayulu dit également qu'il y a une intelligence savamment orchestrée pour l'exode rural des frères vers des frères de sang du président du Kasaï vers le Katanga et même vers Kinshasa pour étouffer la résistance et l'opposition. Est-ce un discours responsable, M. Mani Kienda, vous qui ne faites pas la promotion des discours tribaux? Moi, je déconseille le président Martin Fayulu d'orienter son engagement politique dans ce sens. Parce que la question du tribalisme a une sensibilité qui crée d'ailleurs des conséquences
que nous ne pouvons peut-être pas gérer, parce que j'ai vu les réactions de beaucoup de gens. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la réaction d'un groupe de jeunes qui se reconnaissent jeunes du Kasaï et qui veulent tirer les draps du côté du pouvoir au détriment d'un autre camp, qui est le camp des Lessidés avec le président Martin Fayoulou. Mais vous ne pouvez pas imaginer que demain ou après-demain, on se réveille et on voit un autre groupe de jeunes qui soutiennent le président Martin Fayoulou, mais qui se réclament du camp Bandundu. Et après-demain, vous allez encore voir un autre groupe de gens de l'Équateur qui disent non, nous, on se sent un peu frustrés par rapport à ce... Non, mais je crois que ce discours-là est très dangereux. Nous vivons ça, déjà même dans les institutions. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des caucus des députés originaires du Kasaï, originaires de l'Équateur, originaires du Bandundu. Quand il y a un problème qui touche, particulièrement quand il y a une catastrophe naturelle, les ressortissants de là se réunissent, se disent caucus de tel coin. Non mais je pense que... Nous vivons ça même au sein de nos institutions. Il n'y a aucune population de nos provinces, à ces stades, qui se sent beaucoup plus privilégiée par rapport aux autres. Même mes frères du Kasaï ne vous diront pas que les Kasaïens sont beaucoup plus heureux que la population de Kinshasa, ou encore la population de l'Équateur, ou encore la population de Bandundu, du Congo central, et j'en passe. C'est les Congolais en général qui souffrent, et lorsque le politique s'engage dans une dynamique de pouvoir apporter des solutions aux problèmes, ils doivent apporter des solutions à la population congolaise sans couleur et décoration tribale. Je pense que ce qui pouvait être beaucoup plus du président Martin Fayoulou, ce serait plutôt un exercice de faire une démonstration en termes de proposition de paradigme de gestion dans chaque secteur de la vie nationale et nous dire, lui en tant que commandant suprême, en tant que futur président de la République, qu'est-ce qu'il propose pour les développements du Grand Kasaï. Il faudrait d'abord commencer par faire un véritable état de lieu de la province, lui en tant que candidat président de la République, président légitime comme il s'est considéré autant. Est-ce qu'il peut nous présenter un tableau économique de la province du Kasaï? Est-ce qu'il peut nous présenter un tableau sur le plan de l'infrastructure, un tableau sur le plan du social, et nous présenter au final un autre tableau qui va répondre les cases des propositions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la province du Kasaï accélère à un véritable développement? Pareil exercice, il le fera pour la province de l'Équateur, pour le Congo central et toutes les autres provinces. Merci bien, M. Manikinda. M. Yves Badjoko, pourquoi M. Fayoulou dresse ce bilan-ci? Il dit que voilà, cette affaire de tribalisme au sommet de l'État et le déplacement des Kasaïens, n'est-ce pas un discours dangereux pour la nation? Eh bien, un discours séparatiste. J'en arrive. D'abord, je voudrais rappeler à notre ami Peter Kazadi qu'il n'y a aucune communauté congolaise au Congo. Le Congo est constitué en tribus, en ethnie et non pas en communauté. Déjà, si à la base il ne sait pas ça, sa réaction laissera quand même... il a dit la communauté Luba. Il n'existe aucune communauté Luba dans ce pays. Il n'y en a pas. Le Congo est constitué en ethnie et en tribu. Il n'y a pas de communauté. Voilà, c'est ça, tout ce qui fait la confusion et ils vont se perdre en conjecture. Vous avez lu, c'est que Martin Fayoulou a dit, on n'avons cité aucune tribu. Peut-être que lui, Peter Kazadi, en sait quelque chose et c'est pourquoi il abonde dans ce sens-là. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un problème. On ne va pas se mentir, on ne va pas faire l'autruche. Il y a un problème. Vous vous rappelez, à l'époque de Kabila, on disait les Minasema. C'est pour fustiger la mouvance présidentielle qui, dans une certaine mesure, utilisait un peu du clientélisme et du tribalisme. Ça, on ne va pas se mentir. Il y en avait. Et sous M. Tshisekedi, il y en a, mais amplifié. Fois 10, fois 100, fois 1000, lorsque ceux qui ont les leviers du pouvoir s'identifient comme des frères de sang d'une partie de la population. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que c'est eux qui ont les leviers du pouvoir.
Si vous dites quels sont les éléments d'identification de ce que vous avancez pour dire qu'il y a une amplification de ce phénomène-là fois 10, fois 100? Vous avez même dit fois 1000. Mais M. Tshisekedi dit que ceux-là sont ses frères de sang. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'ils sont les machins à Moumène. Il a dit s'il les abandonnait, où est-ce qu'il ira? Où est-ce qu'il irait? Mais normalement, si vous êtes Congolais, mais si vous avez des problèmes au Kasaï, mais vous venez à Kinshasa, vous allez à Kikwit, vous allez à Lubumbashi, vous allez à Kisangani, vous allez partout parce que vous êtes Congolais. Ce qui nous unit, c'est ça. C'est cette terre, c'est ce sang congolais qui nous unit tous. Et non pas qui nous unit par groupuscules d'individus. Mais plus grave encore, vous dites qu'on déplace les populations du Kasaï. De Kasaï vers Oleo, Katanga et laissez-moi vous lire et Kinshasa pour étouffer l'opposition et la résistance. Laissez-moi, ça ne sera rien d'Anne de faire l'autruche. Ce que vous faites l'autruche. Je vais vous lire quelque chose. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clientélisme. Vous savez qui dit ça? Vous avez ce discours de qui? Fayoulou? Non, c'est M. Tshisekedi, qui reconnaît qu'il y a ce problème de tribalisme, mais qui oublie sa place et le rôle que tout son pouvoir joue dans cette question de tribalisme. Mais pourquoi est-ce que quand c'est M. Tshisekedi qui le dit, vous ne vous offusquez pas? Le tribalisme, c'est le repli identitaire dans une tribu, de manière bien spécifique. Et c'est exactement ce que Martin Fayulu dénonce. Mais pourquoi lorsque M. Tshisekedi dit ça, au vu aussi dans un stade avec 50 000 personnes, relayées dans le monde entier, ça ne vous offusque pas. Et quand c'est Martin Fayulu qui le dit, qui les dénonce, et là, les gens veulent s'offusquer. Il dit qu'on nomme à des postes de responsabilité les frères dits de sang. Quels sont les postes? À quel moment? C'est intéressant que vous repreniez les frères de sang. Les frères de sang, c'est un argument de M. Tshisekedi. Pas non, vous parlez de Martin Fayulu. Nous avons dit qu'il y avait une tribu effectivement qui bénéficiait. Il y a une promotion. Oui. La promotion du tribalisme. Oui. C'est ce que vous dites. Un repli identitaire. Mais c'est organisé et c'est promu par le régime en place. Vous savez, il y a une information qui circule, c'est difficile à vérifier, mais il y a une information qui avait circulé comme quoi on aurait donné 4 000 $ à des gens qui viendraient d'une certaine province pour venir ici à Kinshasa. Et ces gens avaient deux missions. Avec les 4 000 $, vous payez une moto et vous trouvez un logement. C'est organisé, c'est orchestré. Sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui pullulent où les gens se réclamant d'une tribu disent que c'est leur pouvoir à eux. Est-ce que vous avez entendu l'UDPS s'offusquer? Est-ce que vous avez entendu les jeunes de l'UDPS du Kasaï s'offusquer de ça? Lorsqu'on a détruit les maisons autour de l'aéroport de Bipemba, qui est-ce qui en a parlé? C'est Martin Fayulu qui en a parlé. Est-ce que vous avez entendu ces gens parler? Est-ce que vous pensez que vraiment dans cet état d'esprit, c'est lui qui dénonce et tribaliste? Non. Mais Manix a dit quelque chose de fondamental, c'est qu'il faudrait que nous puissions proposer des solutions face aux problèmes que nous rencontrons. Mais pour proposer des solutions, il faut connaître les problèmes. Il faut reconnaître qu'il y a ces problèmes et ensuite pouvoir trouver des solutions. Nous avons fait une proposition qui est encore d'actualité aujourd'hui. Nous parlons de la cohésion nationale. Nous parlons d'un colloque de Kinshasa qui va réunir les fils et les filles du pays pour qu'on se parle ensemble, pour qu'on se dise des vérités. S'il y a quelqu'un qui est tribaliste, on va dire, monsieur, vous êtes tribaliste, il faut arrêter ce tribalisme. Merci bien. Il faudrait que nous puissions, je n'ai pas fini, il faudrait que nous puissions trouver des solutions à ces problèmes. Et comment on fait? Nous n'avons pas la science infuse, mais nous disons que nous avons le mérite de faire ces propositions face aux problèmes multiples dans lesquels M. Tshisekedi et son régime nous a placés. Et il faudrait sortir de là. Nous avons fait des propositions concrètes. Manix Sapou a dit qu'il faudrait que nous puissions proposer de manière concrète. C'est que nous avons déjà traduit notre vision, notre projet de société dans le manifeste de Kisangani. Il y a une rupture de stock, je vais demander qu'on réimprime. Vous avez le manifeste de Kisangani, je vous ai donné une copie, mais nous ne sommes pas arrêtés là parce que nous avions traduit un projet de société que nous avons proposé depuis 2018, puis amélioré en 2023. Lisez les 100 actions que nous ferons les premiers jours de notre mandat. Lisez les 300 actions que nous ferons les 300 premières actions que nous ferons les jours de mandat et vous serez édifiés sur tout ce que nous pensons faire sur le plan de l'économie, sur le plan de l'emploi, sur le plan
de la sécurité sur tous les plans de la vie politique, économique et sociale. Nous avons des propositions concrètes. Et aujourd'hui, nous faisons une proposition qui concerne toute la République sur les difficultés que nous vivons. C'est la question du processus de Kinshasa qui mettra tous les fils et les filles du pays pour parler, si vous me le permettez, particulièrement de 4 points. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus intéressant dans le discours de Martin Fayulu, parce qu'on dit on ne propose pas. Nos efforts doivent être concentrés sur 4 priorités. 1. Restaurer l'intégrité territoriale. 2. Mettre fin à la prédation des ressources publiques. 3. Construire un véritable état de droit. 4. Préparer des réformes institutionnelles ambitieuses. Monsieur Yves Badjoko, qui nous avons mis sur la table. Mais simplement, M. Tshisekedi n'écoute que Félix et M. Félix n'écoute que M. Tshisekedi. En tout cas. Alors, M. Manick Sinda, en dehors de ce discours, M. Fayulu a évoqué 10 points, notamment la corruption et les vols qui gangrènent nos institutions, l'absence totale des rigueurs dans la gestion du trésor public, la sécurité qui est inexistence, l'armée qui est abandonnée, la diplomatie qui est défaillante, le tribalisme qui divise, la pauvreté qui explose, l'éducation et la santé s'effondrent, le banditisme urbain prospère, les infrastructures sont en ruine, les droits humains sont piétinés. Est-ce que vous partagez cet avis de M. Martin Fayulu quand il évoque ces 10 aspects dans son discours? Avant même de revenir sur le 10 points abordés dans le discours du président de l'ECD, Martin Fayulu, je voudrais revenir sur un petit élément évoqué par mon co-débatteur lorsqu'il a parlé du terme communauté et qu'il dirait que la RDC n'a pas de communauté. Il est vrai, d'après ce qui est prévu dans notre constitution, nous n'avons pas de communauté comme groupe identitaire, mais la communauté est une terminologie que l'on peut employer lorsqu'il s'agit d'un groupe social dont les membres vivent ensemble et qui ont des biens, des intérêts communs à partager ensemble. Et même lorsqu'on se retrouve à l'extérieur de la République, il est tout à fait normal de parler de la communauté congolaise, et lorsqu'on se retrouve dans une autre sphère, il est tout à fait normal de parler de la communauté kassaïenne, de la communauté équatorienne, et etc. Ça n'a rien à voir avec le fait d'outrager l'identité nationale telle qu'est prévue dans la constitution de notre pays. Et en plus de cela, je suis bien content de la posture de mon co-débatteur sur la dimension de proposition. Il a parlé de leur manifeste de Kisangani. Mais lorsque nous venons dans ce genre de débat, il ne faudrait pas faire de nos propositions de lettres de confidentialité. Il faudrait mettre sur la table, comme celle-ci, les types de propositions faites, et nous allons nous appesantir sur chacune de propositions et vous soumettre dans un filtrage pour voir la qualité des propositions faites par le parti SID. Tout à l'heure, je vous ai encore entendu, toujours dans cette posture de proposition. Mais malheureusement, vous êtes dans une posture d'un discours générique. Vous parlez des réformes. Et c'est d'ailleurs le même exercice que j'ai eu à faire, parce que moi aussi, je possède votre projet de société, le manifeste de Kisangani. J'ai pris tout le temps. Malheureusement, je ne savais pas que je serais avec vous dans ce débat. J'aurais bien voulu apporter mon document avec des annotations que j'ai marquées avec mon stylo rouge. Dans toutes les propositions faites par les SID, les propositions que j'ai saluées, mais qui malheureusement sont formulées sous forme de simples constats, sous forme des états des lieux. Et à chaque proposition faite par le SID, j'ai marqué par mon stylo rouge à côté comment. Il parle des réformes, mais la question, comment faire la réforme? Il parle de la cohésion nationale. Comment procéder à la cohésion nationale? Parce que si on ne répond pas à la question de comment, la proposition demeure générique. Comment nous allons installer la cohésion nationale? Comment nous allons renforcer la fraternité, la convivialité et l'unité nationale? Mais il me semble que la question du comment pour le renforcement de la solidarité nationale est résolue par le fait de convoquer un dialogue où les acteurs politiques se retrouveront autour d'une table pour discuter, non pas sur la question du salut du peuple, mais plutôt pour la question des partages de gâteaux entre partis politiques. Et c'est cela, la cohésion nationale. Je vais vous donner une astuce.
Donc vous n'êtes pas d'accord partant pour la proposition? Non, je suis d'accord avec le SID dans cette posture, parce que moi... Le dialogue? Non, je suis d'accord que le parti SID prenne la direction d'un parti qui vient présenter son offre politique de qualité, c'est-à-dire des propositions, mais il faudrait que ces propositions soient profondément motivées. C'est comme ça que je parle de la question du comment. Lorsque vous dites, nous allons changer ce pays, comment vous allez changer ce pays? Nous allons améliorer la question de l'éducation nationale. Comment vous allez améliorer la question de l'éducation nationale? Nous allons renforcer la solidarité nationale. Comment? C'est la question la plus fondamentale et c'est cette question qui vous donnera le mérite, effectivement, d'avoir l'approbation de tout un peuple lorsqu'il prend le temps de lire le manifeste de l'ESID, le manifeste de Kisangani. Vous savez, aujourd'hui, M. Dan, une autre manière, et je pense que c'est la plus simple d'ailleurs, pour renforcer la solidarité nationale dans un État, c'est aussi le fait de créer le route. Le fait d'assurer une sorte d'interconnexion routière sur toute l'étendue du territoire national. Vous imaginez, parce que vous avez parlé de l'exode rural, et l'exode rural est un phénomène qui déporte un peuple vers un autre territoire, mais généralement pour des raisons sociales. Et le réflexe de tout être humain, c'est de quitter un endroit où il ne fait pas beau vivre pour aller là où il pourra se sentir mieux. Pourquoi les gens viennent remplir Kinshasa? Les gens qui viennent de province. Parce qu'à Kinshasa, à la limite, il y a des moyens pour se déplacer. Parce qu'à Kinshasa, il y a de la lumière, même si la problématique du transport est un problème réel que nous devons résoudre avec des propositions claires. Mais je reviens dans ce que je disais tantôt. Lorsque nous allons créer des routes qui vont relier l'Équateur à Bandundu, la province du Bandundu au Congo central, le Congo central à Kisangani, de Kisangani à Mbandaka et ainsi de suite, vous imaginez la population de Mbandaka qui quitte Mbandaka par la voie routière. Il quitte le matin et arrive par exemple à Lubumbashi le soir. Et cette population va partager non seulement le produit commercial, mais elle va partager également les us et coutumes. Elle va partager avec la population de Kisangani, de Lubumbashi, parce qu'ils vont vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, il faudrait créer beaucoup plus de conditions de développement social qui feront en sorte que le Congolais vive ensemble et même que ces phénomènes de l'exode rural s'arrêtent. Parce qu'il faudrait quand même qu'on parle aussi du développement de la province du Bandundu, de l'Équateur, etc. La construction des infrastructures est une donnée très importante qui va permettre aux Congolais de se, comment dire, qui est cohésion nationale, qui va renforcer la cohésion nationale, la construction de routes, que les Congolais se déplacent facilement d'une province à une autre. Ça va renforcer la cohésion nationale et même combattre aussi le tribalisme ou les replis. Non mais parce que, effectivement, parce qu'un peuple qui ne se fréquente pas ne sera jamais solidaire. Un peuple qui ne se parle pas ne seront jamais unis. Mais des peuples qui ne parlent pas, qui ne mangent jamais ensemble, pourquoi voulez-vous demander à ces peuples d'être unis? C'est comme ça que je dis, lorsque nous allons créer des routes, la population de Mbandaka va fréquenter la population de Kisangani par la voie routière. La population de Kisangani va fréquenter la population de Lubumbashi par la voie routière. Ça, c'est un aspect. Est-ce que vous savez que le service public, au-delà même de la solidarité, le service public crée l'interdépendance entre le peuple? L'exercice fiscal, le fait que la population congolaise paye les taxes et impôts, n'est-ce pas un acte de solidarité nationale? Lorsque nous mettons de l'argent comme des contribuables, cet argent rassemblé au niveau de l'État crée des routes, construit des écoles, des hôpitaux au nom de la solidarité fiscale. Les routes, les tracés routiers hérités de la colonisation, c'est plus ou moins 150 000 km à travers toute la République. Et puis relier tout le pays, ça demande 150 000 km de route. Si on prend l'équivalent d'un million de dollars pour 1 kilomètre, et si on prend 150 000 km, vous imaginez combien ça va coûter
à un pouvoir ou à un gouvernement de pouvoir relier toute la République, ça peut nous prendre un ou deux siècles. Si on s'en tient au budget que nous avons actuellement. Monsieur Dan, c'est vraiment... ça demande beaucoup de moyens. Je serai très rapide, mais effectivement, on est dirigeant parce qu'il faut créer des moyens. Et lorsqu'on crée des moyens, c'est pour résoudre le problème de la communauté. Comment vous pouvez me dire que relier le Congo demandera beaucoup de moyens? Oui, ça demandera beaucoup de moyens, mais ceux qui sont à la commande de l'État, ils sont là pour résoudre ces problèmes-là. D'accord. Maintenant, si les politiques, les dirigeants ne relient pas le Congo, mais qui va le faire? Merci. Le M23? Je vais vous revenir. Qui va le faire? Le Rwanda? Je vais vous revenir. Je vais vous repasser la parole. Monsieur Yves Badjoko, la question, votre débatteur vous a posé un problème. Il a lu le manifeste de Kisangani. Comment? La question du comment. Voilà. Il y a des propositions que vous avez faites, mais il a remarqué, il a constaté que vous ne donnez pas les modalités, la manière dont on va parvenir à ces propositions que vous avez faites là. C'est logique. C'est parfaitement logique que vous ne trouvez pas ces réponses dans le manifeste de Kisangani, parce que le manifeste de Kisangani traduit un projet de société. Le projet de société ne dit pas comment. C'est le programme de gouvernance qui dit comment. C'est pourquoi je vous ai renvoyé aux 100 premières mesures que nous allons prendre pour effectivement ramener ces pays comme étant un État sérieux. Donc si vous voulez aller sur martinfayulu.org, vous allez lire notre projet de gouvernance. C'est vrai, ce n'est pas, c'était pas le thème, le sujet de la question du débat d'aujourd'hui. On aurait pu emmener beaucoup d'éléments. Nous avons fait une proposition de réforme électorale. Est-ce que vous l'avez lu? Une proposition concrète, une proposition de loi. Ficelée. On l'a écrit, nous l'avons proposé, mais comme aux habitudes du régime de M. Tshisekedi, ils n'ont pas écouté. Nous avons dit, pour parler des questions électorales, dans l'intervention de Martin Fayulu, il dit très clairement, il faut réviser la loi électorale. Nous avons une ébauche. Nous avons... Non, je ne sors pas du contexte, c'est pourquoi... C'est ce que j'ai dit, c'est Manix qui nous emmène vers ces sujets. Nous disons qu'il faut restructurer la commission électorale. Nous avons aussi fait une proposition de loi. Elle existe. Nous disons qu'il faut reconfigurer la Cour constitutionnelle. Oui, il faut la reconfigurer. Comment? Mais c'est ce que je vous dis. La question, c'est le comment, c'est dans le programme de gouvernance. Vous voulez, on peut parler. On peut en parler. Mais le journaliste nous rappelle à l'ordre sur la question. C'est la question fondamentale. C'est à vous défendre votre proposition pour que ceux qui vous suivent vous comprennent mieux. Je réponds simplement à vos questions, mais le journaliste nous ramène dans les débats. Mais je vais vous donner un exemple concret. Allez-y. Nous disons qu'il faut déplacer le Kankokolo. Il faut l'enlever de Kinshasa. Il ne sert à rien à Kinshasa. Il faut l'emmener à Béni. Proposition concrète. Nous disons qu'il faut développer une force spéciale de surveillance des frontières. C'est-à-dire qu'elle n'aura pour rôle que la surveillance des frontières. Comme ça va empêcher à M. Tshisekedi de penser que le Rwanda est un cas isolé dans l'agression du Congo, alors que l'Ouganda a les deux pieds dedans. Ça va rappeler à M. Tshisekedi que nous n'avons pas à Bunagana de frontière avec le Rwanda. La seule frontière que nous avons à Bunagana, c'est avec l'Ouganda. Si nous avons une force spéciale dans l'armée qui surveille ces frontières... Monsieur, Bunagana n'a aucune... non, c'est pas très loin. Bunagana est une frontière avec l'Ouganda, pas avec le Rwanda. Je suis d'accord. Mais j'ai dit c'est pas très loin de la frontière avec le Rwanda. C'est pas ça la question. Je vous dis, j'insiste que Bunagana n'a de frontière qu'avec l'Ouganda. Nous disons qu'il faut mettre en place une force spéciale qui va surveiller cette frontière. Pourquoi? Pour éviter les infiltrations. Propositions concrètes, deux propositions concrètes sur la question de... Nous disons que sur la question générale de gouvernance de notre pays, il faut que nous allons à la cohésion nationale. Vous avez fustigé la question du dialogue en disant que nous allons nous partager les responsabilités. M. Tshisekedi, lorsqu'il a fait son discours de 6 minutes et qu'il a créé l'Union sacrée, il a appelé tout le monde. Il n'a pas dit tout le monde, sauf Martin Fayulu et Yves Badjoko. Non, il a dit tout le monde. Ceux qui ont accouru là-bas, nous aurons pu aussi aller. Et il semblerait qu'il y en a qui sont partis, qui ont aujourd'hui des salaires de 100 000 $ pour des fonctions de ministres. Nous avons dit non. Nous avons dit que ce processus ne pourra pas sauver notre pays du danger auquel il fait face. Nous avons fait une proposition concrète, le processus de Kinshasa. Il faudrait, en lieu et place d'aller à Luanda, en lieu et place d'aller à Nairobi, il faut d'abord commencer par un processus de Kinshasa, où nous allons ici discuter. Discuter avec
Vous avez par exemple la question des Lituri. La question des Lituri, l'état des sièges ne peut pas résoudre le problème qu'il y a en Ituri. Parce que le problème qu'il y a en Ituri, ce sont des ethnies, des tribus qui se battent entre elles. Vous ne résolvez pas ça par la guerre, vous ne résolvez pas ça avec l'arme. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut discuter avec ces gens, il faut parler. Quel est le problème? La question des Lingola et des Bambolé à Kisangani, ce n'est pas par la guerre, c'est par la discussion. C'est pourquoi nous disons que ce processus doit avoir pour point de départ des discussions entre eux. Mais nous disons, moi je ne reconnais pas M. Tshisekedi, il ne me représente pas. Nous disons que c'est un problème. Il faut qu'on aille, qu'on se dise, M. Tshisekedi, vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Il faut vous en excuser auprès du peuple. Nous vous avons pardonné, mais il faut vous en excuser auprès du peuple. C'est ça, c'est le processus de guérison d'une nation commence par là, par la discussion. Non pas pour les partages de postes, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous avons dit, mettons ces discussions au stade des martyrs, avec des caméras, appelez Dan avec ses caméras, appelez toute la RTNC qu'elle retransmet. Et comme ça, on va voir celui qui va oser faire des propositions sur les partages de on est d'accord. Nous ne sommes pas sur ces questions. Donc c'est pour dire que nous avons des propositions concrètes que nous mettons effectivement sur la table. Nous disons par exemple pour les Koulouna qu'on arrête et qu'on veut maintenant mettre à la guillotine. Quelle est la cause de ce phénomène? Il faut se poser les bonnes questions. C'est la déperdition scolaire, c'est le pouvoir d'achat des parents qui sont un problème. Mais vous avez des Koulouna qui ont 18 ans aujourd'hui. Vous ne les remettez pas dans les bancs de l'école. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un processus de formation accélérée pour les envoyer directement dans le monde professionnel. L'artisanat, les métiers tels que la maçonnerie, les métiers tels que la plomberie, tout ça. Vous formez les gens. Nous, c'est ça notre proposition, former ces jeunes danseurs pour les réinsérer directement dans le tissu économique et social et trouveront des solutions aux problèmes. Donc je peux vous en faire plein, mais je vois que le journaliste juste un petit mot. Et peut-être, je ne sais pas, il veut me faire revenir sur le sujet... Juste un petit mot pour clore et puis prendre le deuxième sujet, justement, la question de l'Est. On va essayer de proposer. Vous faites ce que vous faites des propositions. Comment arrêter ou étouffer les discours séparatistes dans notre pays? C'est par notre posture, par notre comportement. On ne peut pas vouloir arrêter un discours séparatiste et tribal en allant dire que là-bas, ce sont les frères de sang. En le vivant pleinement. Vous savez, on parle de la... Vous avez suivi M. Tshisekedi a fait sa tournée dans le Grand Kasaï. Pourquoi il n'est pas arrivé à Lomami et au Sankuru? Parce que là-bas, ils se sont plats. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on fait une tournée du Grand Kasaï et nous, on nous oublie? C'est son agenda. Mais moi, je m'en fous que ce soit son agenda. C'est son problème. C'est son problème. Voilà. Et c'est lui qui a dit qu'il fait une tournée du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, dans les Grands Kasaï, il y a Lomami, il y a Sankuru. Pourquoi ne pas y être allé? C'est ce que j'ai dit. C'est par notre manière d'être. C'est par notre manière de faire. Vous savez que même dans cette grande constellation du Grand Kasaï, il y a donc ceux qui sont frustrés. Parce qu'on entendrait aussi certains de Kananga dire « Ah non, nous on a un problème. Dans vos répartitions ministérielles, pourquoi on n'a qu'un vice-ministère? Et pourquoi là-bas il y en a 12 ?» Donc vous voyez que c'est un problème par nos actes, par notre posture, en prenant le courage tel que Martin Fayulu. Je suis d'accord, c'est un sujet sensible, mais il faut qu'on prenne le courage de le dénoncer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous le dénonçons pour effectivement que ça s'arrête. Pour que ceux qui le font, ceux qui l'alimentent, puissent arrêter. Vous avez suivi dans ce pays, dans cette... Bon. Concluez. Mais vous avez suivi dans cette ville. Lorsque nous faisions notre tournée à l'intérieur du pays, notamment, nous allions aller au Kasaï. Il y a un gouverneur. Qu'est-ce qu'il a dit, ce gouverneur? Ici, ce n'est pas chez lui. Il ne doit pas venir ici. Et c'est pourquoi je reviens et j'insiste. Il n'y a pas, mais bien sûr, il n'y a pas de communauté. Martin Fayulu a voulu être interdit par un gouverneur. Heureusement, nous y sommes allés. Il n'y a pas de communauté. Vous avez dit que la communauté, c'est l'ensemble des gens qui partagent des valeurs et une volonté de vivre ensemble pour des objectifs communs. Et c'est ça, les Congolais. Nos Congolais, nous partageons cette volonté de vivre ensemble, malgré nos différences ethniques, malgré nos différences tribales, mais cette volonté de coexister pacifiquement, c'est ça qui fait que nous soyons, à moins que vous dites que c'est la communauté congolaise. Je suis d'accord. Et là, lorsque vous vous déportez dans un autre pays, vous avez raison de parler. Mais j'ai dit, au Congo, il n'y a pas de communauté. Les communautés kassayennes vivant il n'y a pas. Bandundu, ça n'existe pas. Communauté, non, c'est ces eux. Les Kassaïens sont ces eux au Bandundu. Les Kassaïens sont ces eux à Kinshasa. Les Kassaïens sont ces eux. Les Luba, les Katangais sont ces eux dans le Sankuru. Ils sont chez eux à Lomami et partout. Parce que c'est le Congo, parce que c'est notre nation, parce que nous partageons tous la même terre et le même sang. Merci. Sans stigmatisation. Merci. La question de l'Est, on a évoqué d'entrée de jeu. On a parlé de Massissi qui est
il y a plusieurs localités de Massissi qui sont justement entre les mains du M23. Il faut dire que Massissi, c'est un territoire qui a beaucoup de localités. Hein. Ce n'est pas tout Massissi qui est tombé entre les mains du M23, c'est quelques localités qui sont entre les mains du M23. Et donc, il y a une partie de Massissi qui est encore sous pavillon de l'armée loyaliste. Alors, Monsieur Manik Sienda, la question de l'Est de la RDC aujourd'hui, elle prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Fayulu a dénoncé 8 millions de déplacés internes. Non simplement lui, même les rapports des Nations Unies indiquent que le Congo a aujourd'hui plus ou moins 7 millions de déplacés internes. Et ce sont des gens qui vivent dans des conditions infrahumaines, des conditions très difficiles. Vous, en tant que citoyen congolais, en tant qu'acteur ou observateur de la scène, que proposerez-vous au gouvernement justement pour sortir de cette impasse? Permettez-moi quand même de mettre un mot final aussi sur cette question du tribalisme, comme l'a fait mon co-débatteur tout à l'heure. Oui. Je suis très content d'être en face de Yves, qui est un jeune de qualité d'ailleurs. Si j'ai posé cette exigence du comment, c'est même ça, un débat de qualité. J'aimerais vraiment que le débat se passe dans ces climats où on vient présenter sur le plateau de télévision son offre politique avant de solliciter le suffrage du peuple. Parce que lorsqu'on se rend vers le peuple dans un contexte électoral, le peuple ne va pas vous accorder un mandat parce que vous avez un terme clair. Le peuple ne va pas vous accorder un mandat parce que vous êtes élancé ou parce que vous avez beaucoup d'argent. Non, le peuple doit apprécier quelle est l'offre politique proposée par les idées sur la question de l'emploi. Et sur cette même question de l'emploi, comment nous regardons l'offre du PPRD, de l'UDPS. Et le peuple va choisir la meilleure offre sur qui on va faire confiance pour diriger ce pays. C'est cela un débat et des qualités, et j'en fais vraiment une exigence, et je souhaiterais que les débats politiques s'effacent de cette manière. Moi, je suis totalement ouvert. Dan, il nous offre une tribune pour parler spécifiquement. C'est comme ça que je vous en félicite. Je suis totalement ouvert. Alors, pour lutter contre ces phénomènes du tribalisme, au-delà de l'attitude à afficher, comme l'a dit M. Yves, il faudrait aussi respecter les règles de la République. Il faudrait aussi respecter les valeurs de notre nation. Le texte qui réglemente la société. Vous savez, aujourd'hui, regardez seulement les modalités des recrutements des agents au niveau de services et entreprises publiques de l'État. Si déjà la valeur de la méritocratie n'est pas prise en compte, sur base de quoi vous allez recruter les gens pour travailler au sein des entreprises publiques? Est-ce que vous savez aujourd'hui que la particratie, qui est un système des partis politiques, qui prend en otage la gestion totale du pays au détriment de la démocratie, qui est une valeur de base et cardinale que nous devons incruster dans notre comportement en tant qu'acteurs politiques. Aujourd'hui, la particratie prend le dessus. Nous allons faire pratiquement 6 ans de gestion avec le pouvoir du président Tshisekedi. Vous avez déjà entendu un service ou une entreprise publique de l'État lancer un appel à candidature? Le Congolais de toute province, le Congolais qui n'ont rien à voir avec les partis politiques, ils viennent participer au concours, ceux qui ont réussi et sont recrutés dans cette entreprise. Nulle part. C'est une pratique qui date. Ça ne se fait pas. Ça date. Mais malheureusement, dans ces entreprises, les seules personnes qu'on engage, c'est les membres de partis politiques. Allez voir à la CNSS, allez voir à la SONAS, SNEL, Régie des eaux, et j'en passe. Ce ne sont que le membre des partis politiques. Et dans la plupart des cas, ces membres sont dépourvus d'une qualité requise, d'un niveau moyennement acceptable. Ils n'ont pas de background, ils n'ont même pas de diplôme pour assumer une certaine responsabilité au sein d'une entreprise. Conséquence logique, c'est la grippe dans le fonctionnement de nos entreprises. C'est-à-dire, s'il faudrait vraiment lutter contre le tribalisme, il faut prévaloir la valeur de la méritocratie. La Constitution parle du principe de la représentation équitable. Il faudrait que toutes les provinces soient représentées dans la monture du gouvernement. Est-ce c'est le cas? C'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas.
C'est vraiment pas le cas. La représentation nationale. Et cette responsabilité-là... La représentation nationale est... Non mais, enfin, écoutez, dans c'est pas le cas. Toutes les provinces sont représentées. C'est pas le cas, monsieur Dan. Allez vérifier. Allez vérifier. Moi, d'ailleurs, je souhaiterais, au lieu d'éviter des gouvernements pléthoriques, on peut avoir un gouvernement des 6 ministres qui constituent le gouvernement national. Et les 26 ministres, représentent chacun sa province en raison de 26 provinces qui constituent la République démocratique. Là aussi, c'est un problème parce que dans chaque province, il y a des tribus. Dans chaque province, il y a des tribus. Non, mais déjà, une province représente l'ensemble des tribus. Il n'y a pas de problème à ces niveaux-là. Vous avez 26 membres du gouvernement qui constituent le gouvernement national et des membres qui représentent chacun sa province d'origine. C'est ça, la représentation équitable au sein d'une institution. Mais bien au-delà de l'institution, même les partis politiques ont une certaine responsabilité. Vous savez, généralement, les partis qui vont à la course électorale pour l'obtention du pouvoir, ils viennent, mais sans valeur au départ. Il y a des partis qui réclament la démocratie, mais dans ce parti-là, il y a une dictature à outrance. Je ne voudrais pas déranger la quiétude de mon co-débatteur, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des partis politiques où vous voyez un président national qui n'a même pas été élu président national. Il a été investi comme tel, mais depuis qu'il a été le président national du parti, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais organisé les élections en interne. La démocratie ne se vit pas au sein des partis politiques. La démocratie ne se vit pas au sein des partis politiques. Mais malheureusement, ces gens nous montrent que lorsqu'ils seront présidents de la République, ils seraient démocrates. Moi, je ne crois pas à une telle approche parce que c'est lui déjà qui est dictateur dans un parti politique. Oui. Il le sera même quand il sera président de la République. Pour la question de l'Est, je crois qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas assez de discours sur la question de l'Est. J'ai entendu des stratégies de communication proposées par le gouvernement, Bendele Koyate, Pesa Congo Chance, des stratégies de communication. J'ai entendu des tentatives de stratégies diplomatiques pour résoudre le problème de l'Est par la voie diplomatique. Mais malheureusement, au stade où nous sommes aujourd'hui, la RDC a épuisé toutes les stratégies possibles. Et aucune stratégie n'a apporté des résultats escomptés sur la question de l'insécurité dans la partie Est. La seule stratégie qui manque, qui reste, c'est la vraie bataille contre le Rwanda. Le vrai combat contre le Rwanda. Est-ce le président Tshisekedi en sa qualité de commandant suprême? Mais là, on s'est battu pendant 30 ans. Non mais, vous voulez la paix? Mais il faut préparer la guerre. La paix n'a jamais été un cadeau qu'on vous donne sur un plateau. La paix, on la mérite. Si quelqu'un vient vous arracher votre paix, vous allez venir par des méthodes... voilà, on veut qu'on discute et que voilà, parce que lui ne veut pas discuter avec vous, il commençait à vous faire marcher. Mais non, j'ai entendu le discours du président de la République lorsqu'il était au Kasaï. Merci. Le président qui dit, non, permettez-moi de finir quand même sur cette question, qui dit, je savais que Kagame n'allait pas se retrouver à Luanda parce que Kagame a peur de moi. Kagame n'arrive pas à me regarder droit dans les yeux. Mais monsieur le président, ça c'est un discours d'à côté. C'est un discours qui n'a rien à voir avec la réalité du moment. La réalité est telle que le Congolais meurt. On tue le Congolais dans la partie Est. Si la plus bonne manière pour Kagame est de regarder M. Tshisekedi est de tuer le Congolais, Kagame vous regarde déjà. Si pour Kagame le fait de regarder Tshisekedi, c'est d'occuper illégalement nos territoires, Kagame vous regarde déjà. Kagame demande à ce que le M23 soit inclus dans le processus de dialogue. Mais ça, c'est un moyen d'échappatoire pour Kagame. Mais la seule chose qui va arrêter ces caprices du Rwanda, ces moyens farfelus et malhonnêtes de Paul Kagame,
c'est la vraie guerre que la RDC va engager contre le Rwanda. Et je peux vous assurer, mais si la RDC... on se bat contre le Rwanda on déjà, se bat contre le M23. On ne se bat pas contre le Rwanda. Je parle de la guerre entre deux armées conventionnelles. On a cité le Rwanda comme l'agresseur, mais on n'a pas encore attaqué le Rwanda. Qu'est-ce qui manque que la RDC lance le front au point d'occuper les territoires rwandais? Mais attendez. Qu'est-ce qui manque que la RDC, avec ces éléments, arrive à atterrir sur les territoires rwandais et prendre certains territoires et s'aimer aussi de la terreur dans le territoire rwandais? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque qu'on puisse repousser les M23, les renvoyer du Rwanda, du Diène? Qu'est-ce qui manque? Mais ce qui manque, c'est le courage d'État qui manque. Ce qui manque, c'est le degré de responsabilité de nos dirigeants qui manque. Malgré tous les moyens qu'on a fait, c'est cette capacité de préserver l'intégrité du territoire national qui manque. Malgré tous les moyens. Ce qui manque, c'est le fait que les politiques, les dirigeants de notre pays ne réalisent pas que nous avons déjà enregistré plus de 16 millions de morts à cause de cette guerre injustifiée. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Ce qui manque, c'est l'audace institutionnelle. On a perdu 3 chefs d'État. On a perdu, on a eu 3 chefs d'État qui ont défilé à la tête du pays. Mais vous direz que tous les 3 n'ont pas eu de volonté? Pensez-vous vraiment que si Mzee Laurent Désiré Kabila était là, on allait se retrouver avec Kagame dans tout ce qu'on voit là, à Luanda? Il a laissé cette insécurité. Non, mais malheureusement... Il a fait 3 ans et demi au pouvoir. Mais malheureusement, lorsque Mzee était là, Mzee avait une posture intransigeante contre le Rwanda et nous avons vu le Il a laissé le pays morcelé. Mais parce qu'il était mort, il était assassiné. RCD, MLC, et donc il faut restructurer l'armée, doter à l'armée le moyen nécessaire. Monsieur Dan, j'ai fini par cette phrase. Il serait très difficile pour un militaire congolais qui va au front, qui tient l'arme pour combattre l'ennemi, alors qu'il y a un ennemi social qui ravage ses enfants ici à Kinshasa. Un militaire qui tient les armes pour combattre l'ennemi, mais on l'appelle, on lui dit, on vient de chasser ton enfant à l'école. Non, mais c'est quand même important. Il faudrait mettre ces militaires, non mais j'ai dit, il faudrait mettre ces militaires à l'abri d'une sécurité sociale. Et des militaires et de leur famille, ça crée de la motivation nationale et ça leur permettra effectivement de combattre et d'accepter de mourir pour la nation. Cela voudrait tout simplement dire qu'il faut doter à l'armée congolaise le moyen nécessaire pour combattre l'ennemi. Merci bien, Monsieur Manix Ienda, sur cette question de l'insécurité de l'Est, qui est en tout cas l'un des problèmes sérieux qui divisent les Congolais aujourd'hui, qui endeuille les Congolais, ça fait plus de 30 ans. Monsieur Badioko, vous qui avez été à Kisangani, comment avez-vous réfléchi face à cette question et comment y mettre fin? Vous voyez qu'en 6-7 minutes, Manix vient de faire le même discours que Martin Fayulu. Dans sa prise de parole, il a parlé de l'Est. Il a dépeint une situation catastrophique. Parce que ce que nous avons dit dans notre discours avec Martin Fayulu, avec le président élu, c'est un constat, c'est un fait. Ce n'est pas une posture. C'est un fait. Manix Ienda vient de le dire. C'est le discours que Martin Fayulu a fait, mais il a fait en 6-7 minutes, de manière concrète. Ça, c'était. Mais vous êtes très dangereux. Très dangereux parce que vous dites qu'il n'y a que quelques localités qui sont entre les mains de... Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis dangereux. Oui. Vous posez la question à Manix en disant qu'il n'y a que quelques localités. Ce n'est pas toutes les localités de Massissi. Massissi a plusieurs localités. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Massissi, c'est un territoire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un problème. Il faut attendre que toutes les localités soient prises, comme ça on va s'en inquiéter. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que quand vous communiquez... Ah bah si je ne comprends pas, alors c'est grave parce que j'ose penser qu'il y aura ceux qui sont derrière leur petit écran qui ne comprendront pas. S'il vous plaît, c'était pour vous recadrer, parce que nous devons dire la vérité à l'opinion. Oui. Massissi, c'est un territoire. Oui. Le territoire est composé des localités. Oui. Voilà. Donc Massissi tout entier n'est pas parti. On est d'accord? C'est le discours qu'il ne faut pas avoir. Oh. Un petit lopin de terre de 30-40 cm, c'est déjà un problème. Ça nous concerne tous. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un problème. Mais je dis simplement... Votre question laissait entendre que ce n'était pas un problème parce qu'il n'y avait qu'une partie. C'est un problème. Et ce qui est grave dans cet instant, c'est que le chef-lieu est parti. C'est le chef-lieu qui est parti. Ah bon? Mais oui, Massissi Centre est parti. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste? L'administration part de Massissi Centre. C'est fini. Nous avons 5... Je n'arrête pas de répéter. 5 territoires dans le Nord Kivu, tous
Pour moi, je les considère tous déjà sous administration rwandaise. Mais c'est ça la réalité. Il faudrait que nous soyons dans cet état d'esprit, ne pas attendre, comme M. Tshisekedi, que la guerre arrive à sa porte pour voir l'éventualité de discuter avec l'M23. Je ne dis pas qu'il faut discuter avec l'M23. Je dis qu'il faut que nous soyons dans une posture où vous avez essayé l'état des sièges, vous avez essayé la mutualisation des forces et des renseignements avec l'Ouganda, avec le Rwanda, vous avez essayé de repartir, de redynamiser les zones de défense sécuritaire. Vous avez essayé plein de choses qui n'ont pas marché. À un moment donné, il faut s'arrêter. Manix dit qu'on a fait toutes les solutions sans la solution. Vous savez, la question de la guerre, à l'époque, Mouzitou, coordonnateur de la MOUCA, nous avons dit, il faut faire la guerre au Rwanda. Nous avions déjà dit ça. Exactement. Et toutes les solutions ne sont pas épuisées. Le processus de Kinshasa, je dis, j'insiste, je le répète, est un point de départ qui va nous permettre de trouver des solutions face aux problèmes. Mais vous savez que les Congolais sont divisés. Est-ce que vous savez ou pas? Vous pensez qu'en étant divisés, demain nous allons gagner la guerre? Vous avez appris que M. Tshisekedi... C'est Fayoulou, vous avez dit... Katumbi, ou vous parlez de quels Congolais? Parce qu'il y a 100 millions de Congolais. Mais sont des leaders d'opinion qui portent la parole, qui ne portent pas leurs ambitions, leurs aspirations personnelles, qui portent les aspirations et les ambitions des milliers, des millions de Congolais. Vous avez donné 4% à Martin Fayulu aux dernières élections. Qu'à Saint-Étienne, il représenterait les 4%. Si tel était le cas, si c'était... il représenterait ces 4%. Vous avez donné 1% à Seth Kikouni, pas de problème. Il représentait ces 1%, et ainsi de suite. Ce sont des leaders qui portent. On ne va pas leur refuser. On ne va pas leur refuser. Moi j'ai l'avantage d'être derrière Martin Fayulu. Je n'ai pas de gêne en disant que lui, c'est mon leader, celui que je suis, et il me représente très clairement, très valablement. Donc, moi, je n'ai pas ce problème-là. Donc, attendez, si les politiques ou les leaders se réunissent à Kinshasa, en quoi ça va mettre fin à cette insécurité? Mais qui se réunissent à Kinshasa ou ailleurs, parce que vous parlez de Kinshasa. Qui se réunissent, et il n'y a pas que les leaders politiques, nous avons dit, les leaders politiques et la société civile. Mais la gestion de la cité est assurée par des politiques. L'organisation de la cité est assurée par les politiques. Il ne faut pas se voir la face. En quoi ça va arrêter la progression des rebelles ou du Rwanda? Voilà. Ce qui nous manque aujourd'hui, vous avez tergiversé sur ce qui nous manque. Bon, Manix a cité quelques éléments. Il a dit, si Mouzé était là, est-ce que la situation s'est réparée? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un leadership. Il n'y a pas de leadership. M. Tshisekedi a un leadership défaillant. C'est éprouvé sur toutes les questions. Sur les questions sécuritaires, il a un leadership défaillant. 130 localités ne sont plus entre nos mains. La preuve, Massissi Centre est partie sous occupation rwandaise. Je ne sais pas, vous attendez encore d'autres localités, mais Massissi Centre est déjà parti sous occupation. La preuve, il est allé à Luanda. C'était d'un ridicule total. Paul Kagame n'est pas venu. Il est allé en tourisme, en villégiature, alors que les questions sur lesquelles il fallait discuter sont des questions importantes. Donc il a prouvé ses limites sur les questions de diplomatie. Aujourd'hui, je vous ai dit que les médecins vont aller en grève. Les chauffeurs des bus Transacademia vont aller en grève. Les infirmiers sont tout le temps en grève. Les enseignants, ils attendront la moindre occasion pour repartir en grève. Donc, sur les questions sociales, M. Tshisekedi a prouvé ses limites. Il y a un monsieur avec ses longs cheveux qui se balade généralement avec ses chiens, qui décide d'autorité de vouloir tuer les Koulouna. Donc le simple fait que vous voulez tuer Kouna, vous avez volé, vous avez peut-être agressé, suffirait pour les zigouiller, pour les tuer. Donc sur les questions de justice, la justice est totalement malade, reconnue par M. Félix Tshisekedi lui-même. Donc M. Tshisekedi a prouvé ses limites dans la question de leadership. Il manque ce leadership-là. Et si vous manquez ce leadership, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller le chercher ailleurs. Comment vous les cherchez ailleurs? En discutant avec vos frères, en identifiant ceux qui peuvent vous apporter des éléments nécessaires et valables pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique. C'est pour ça que nous parlons de dialogue, de discuter. C'est pour ça que nous parlons de redevenir des frères. Aujourd'hui, on a un grand problème. Quelles résolutions vous attendez après ce format de Kinshasa? Vous attendez à quelles résolutions? Voilà, je vous donne un exemple clair. Nous aurions été dans un monde idéal. Nous aurions été ensemble dans un monde. Nous aurions été dans un monde. Non, pas partager les responsabilités. Nous disons non, pas ça. Nous aurions été dans un monde idéal. Nous aurions dit à M. Tshisekedi, il ne faut pas aller à Luanda. Il ne faut pas aller à Luanda. Nous serions dans un monde idéal. Nous aurions dit à M. Tshisekedi, on ne dit jamais, Fontaine, jamais je ne boirai de ton eau. Pourquoi vous dites que vous ne discuterez jamais avec l'M23? Quels sont les éléments qui vous permettent de le dire? Parce qu'ils prennent vos localités. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça que nous disons. Non, vous demandez qu'on discute avec le M23. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut évaluer la réalité que nous sommes en train de traverser. Est-ce qu'il faut discuter avec le M23? Nous aurons pu avoir cette discussion, nous aurons pu prendre des options et faire ce qu'il faut. Vous dites que vous ne discuterez pas, mais tous les jours des localités tombent. Qu'est-ce que vous faites?
Face à cette situation à laquelle nous sommes en train de traverser, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous allons à Doha au Qatar, supposément pour regarder un match? Qu'est-ce que nous faisons de manière concrète pour récupérer nos territoires, pour récupérer nos localités? Arrêtez ça, c'est trop fort. Pour récérer nos localités. Je suis en train de dire, qu'est-ce que nous faisons exactement? Merci. Ce n'est pas en vilipendant nos pères spirituels qui d'ailleurs nous ont aidés en 2016 à avoir des discussions qui ont permis, si les élections étaient véritables, à M. Tshisekedi d'arriver là où il est. Donc nous disons qu'il est fondamental que pour cette question de l'Est, il faut refaire le processus de Kinshasa avant d'aller à Luanda. Avant d'aller à Nairobi, avant d'aller partout ailleurs, il faut refaire le processus de Kinshasa où les intelligences congolaises, où la solidarité congolaise, où le vivre ensemble congolais sera reconstruit et ainsi nous pourrons dire, nous pouvons avoir une posture. Vous savez, nous avons dit à M. Tshisekedi de ne pas s'acoquiner avec Paul Kagame. Est-ce qu'il nous a écoutés? Il ne nous a pas écoutés. Il est allé s'acoquiner avec Paul Kagame. Et aujourd'hui, Paul Kagame devient le méchant que M. Tshisekedi et l'Union sacrée découvrent alors que nous le savions déjà. C'est pourquoi nous disons qu'il est... Merci bien, on a compris. Monsieur Mani, c'est en 2 minutes. Si je comprends bien, pour vous, la solution ultime, c'est la guerre. Déclarer la guerre officiellement au Rwanda. Au Rwanda ou à l'Ouganda. Parce qu'il y a les rapports de l'ONU qui indiquent également que l'Ouganda est parmi les pays qui nous agressent. Est-ce qu'on saura combattre sur 2 fronts? D'une part, l'Ouganda, d'autre part, le Rwanda. Et connaissant même le soutien que ces 2 pays ont avec l'Union européenne, est-ce qu'on saura combattre sur 2 fronts? Ou même sous le front avec le Rwanda seulement? D'abord, ce qui est sûr, au nom de notre souveraineté nationale, tout État qui serait reconnu comme l'agresseur du Congo, je pense que la RDC doit avoir une posture de combat contre ces États. Vous dites que le Rwanda, l'Ouganda ont de soutien, mais est-ce que la RDC n'a pas de soutien? La RDC n'a pas de partenaires. La RDC n'a pas des États amis avec qui ils peuvent conjuguer ensemble en raison de stratégies militaires pour combattre un ennemi. Pensez-vous aux conséquences sur la population? Parce qu'aujourd'hui, on se bat contre le M23, il y a 7 millions de déplacés. Mais quand on va engager les fronts contre l'Ouganda et le Rwanda, combien de déplacés malheureusement, on peut le avoir? compteur de la mort de Congolais a toujours été opérationnel. Le Congolais continue de mourir. Mais on ne peut pas en tuer davantage. On ne peut pas continuer de tuer les Congolais. S'il vous plaît, ici, il faut arrêter l'hémorragie de l'insécurité. Mais pas la guerre. Non, mais c'est par la guerre que l'on peut résoudre ce problème, mon frère. Parce qu'on nous attaque par la guerre. Vous savez, même au niveau des Nations Unies. Oui. Lisez la charte qui constitue les Nations Unies aujourd'hui. Il y a un principe de la réciprocité qui s'applique. Le principe de la licéité de la légitime défense qui revient à chaque État légitime et capable d'attaquer de manière proportionnelle à un État qui l'agresse. Ça veut dire qu'on vous agresse par les armes, vous êtes légitime de réagir par les armes. Le rapport de force compte aussi. Non mais le rapport de force, je le dis, s'il faudrait sacrifier nos minerais, parce qu'on dit que la RDC est au cœur de tous les enjeux économiques du monde, s'il faudrait sacrifier nos minerais pour arrêter la guerre dans la partie Est, pourquoi ne pas le faire? S'il faut vendre tous nos coltans, parce que la vie et le salut du peuple congolais est plus que nécessaire. S'il faudrait céder nos lithiums, nos diamants, de l'or, pour la paix dans la partie Est, pour arrêter la guerre, il faut le faire. Parce que c'est un moyen pour arrêter l'hémorragie de la mort. Je voudrais terminer, si vous grignoter un tout petit peu la proposition du parti SID, qui est celle de convoquer un dialogue, ici à Kinshasa, un dialogue qui va réunir tout le grand leader qui incarne les inspirations du peuple. Je suis bien d'accord. Mais je souhaiterais que ces processus de Kinshasa aient comme le seul terme de référence se réunir pour lever l'option de faire la guerre contre le Rwanda. Non, ça c'est... Est-ce que les politiques peuvent se réunir parce que nous avons cette capacité
de proposer des idées au président de la République qui n'en a pas parce que son leadership est défaillant, d'après mon co-débatteur. Mais est-ce qu'on peut se réunir? On dit, ok, d'accord, nous avons de stratégie, nous avons de l'intelligence. Nous pouvons créer le moyen. Mais au moins, nous devons lever l'option de combattre le Rwanda. Le président de la République, pour le changement de la Constitution, il va créer une commission. Non, ça va servir à quoi de discuter? Non, mais cette commission va lever l'option. Nous savons déjà que nous allons nous battre. Non, mais parce que la question de faire la guerre contre le Rwanda, jusque-là, cette question n'a pas encore été perçue dans un aspect des préoccupations nationales. Il faudrait donner à cette question les caractères nationaux. Voilà pourquoi je dis, les Congolais peuvent se réunir autour d'une table, mais non pas pour discuter autour des théories, non pas pour discuter autour de comment on va gérer le pays, mais plutôt pour discuter sur comment on va lever l'option pour faire la guerre contre le Rwanda. Et dans cette commission, ou dans ce cadre d'échange, il y aurait des experts. Vous savez, quelqu'un comme... c'est lui qui était le général d'état-major sous Joseph Kabila. Je ne sais pas encore comment il s'appelle. Etumba. Katumba. Etumba. Etumba, pardon. Etumba. Didier Etumba. Didier Etumba, voilà. Il est encore là. Il n'est pas mort. Il a une expertise. Il a une intelligence. Il me semble qu'il y a encore des généraux qui ont fait des études à l'extérieur. Il y a des commandos, des formations qui sont encore ici et qui peuvent nous être utiles dans ce cadre-là pour nous proposer des idées concrètes afin d'arrêter l'hémorragie de l'insécurité de la partie Est. Je voudrais finir. Vous savez, Monsieur Dan, vous allez remarquer que j'ai une posture un peu beaucoup plus républicaine parce que je pense que la question du Congo transcende nos clivages. On peut-être maintenant d'opposants. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Les gens pensent que quand on soutient le président de la République, il faut soutenir le président à vie. On soutient le président parce qu'il a construit la route Elenguessa. Lorsqu'il y aura détournement de fonds publics de l'État, il faut soutenir le président dans la même démarche pour rester constant, pour rester loyal au président de la République. Moi, je ne suis pas de cette école. Moi, je ne m'oppose pas au président de la République. Je m'oppose au mal. Peu importe son origine. Voilà. Si le mal vient de l'opposition politique, si le mal vient de l'ECD, je vais m'opposer à l'ECD. Si le mal vient de Tshisekedi et son régime, je vais m'opposer à M. Tshisekedi. Parce que, au-delà de nos clivages, de nos tendances, au-delà des ségrégations politiques, le Congo demeure notre dénominateur commun. Aimons le Congo plus que le président. Aimons le Congo plus que le président de nos partis politiques. Parce que la patrie doit être avant les partis. La patrie avant le parti. Donc, voilà, la patriocratie. La patriocratie. La patriocratie. Merci beaucoup. Monsieur Yves Badjoko, l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Mani qui en a parlé d'une proposition, c'est-à-dire que les Congolais se réunissent avec pour mission de lever l'option de faire la guerre au Rwanda. Toutes les supputations ne produiront rien par rapport à ça. Si on doit se réunir pour autre chose, en tout cas, ce n'est pas la peine. Sinon, on va se réunir pour rappeler à M. Tshisekedi qu'il est incompétent. Ça ne servira à rien. Alors, est-ce que comment vous trouvez cette proposition? Bon, avant, je félicite quand même Manix parce qu'il dit qu'il a maintenant un discours républicain. Bon. Je ne sais pas avant quel était son discours, mais maintenant il a un discours républicain. Il a dit j'ai toujours eu un discours républicain. Je n'ai pas dit maintenant. Je l'espère que ça a toujours été un discours républicain, parce que chez nous à ECD, nous avons toujours effectivement ces discours républicains qui nous engagent dans ce combat, dans cette lutte, qui nous amènent à prendre des décisions qui sont pour des politiques, des décisions assez draconiennes, telles que de ne pas participer à certaines élections pour l'intérêt de la République. Mon ex-chien a dit un truc important. C'est qu'il faut que la question de la guerre devienne une question nationale. Oui. Aujourd'hui, M. Tshisekedi fait de la question de la guerre une question personnelle, une question privée. Tu sais, Paul Kagame a peur de moi. Qui te dit que c'est ça le problème, que Paul Kagame ait peur de toi? Non. Il faut faire de cette question une question nationale. Exactement. Et que c'est par ce processus de cohésion nationale que nous faisons de ça une question nationale. Nous n'avons pas la science infuse. Nous avons proposé 4 thèmes
pour cette question de processus de Kinshasa. Discuter des questions de sécurité de notre pays, discuter des questions de gouvernance pour éviter le vol, discuter des questions de gouvernance électorale et des questions de droits humains. Voilà les 4 thèmes que nous apportons à cette discussion. Mais nous n'avons pas la science infuse. Ce sont des propositions qui sont sur la table. Si d'aventure Manix participe à ce forum, il dit non, moi je ne veux pas des 3 autres, je veux que le premier thème qui parle de l'intégrité territoriale, moi je n'ai aucun problème. Ce qui est plus important, c'est qu'effectivement, que cette question devienne une question nationale, que des intelligences nationales puissent se mettre, puissent discuter, parce qu'il est évident que le régime en place aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face, approuver ses limites pour ces questions de l'Est. Il nous rappelle tout le temps que voilà, la guerre, ça dure depuis longtemps. Oui, la guerre, ça dure depuis longtemps, mais à un moment donné, il faut qu'on l'arrête. À un moment, il faut l'arrêter. Manix est d'ailleurs allé même plus loin que l'article 217 que certains ont vilipendé dans l'Union sacrée, parce qu'il dit qu'il faut tout mettre en œuvre. S'il faut brader toutes les richesses de la RDC pour rétablir la paix, la sécurité, ben il faut les brader. S'il faut céder une partie de la souveraineté congolaise, je ne dis pas des terres, parce que les gens vont aller dans les terres, il faut le faire pour que ça nous permette d'arriver. Allez, moi je suis conscient, comme on l'a dit, que notre armée est vaillante. Le chef de l'État, il dit je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix. Mais c'est ça. Le chef de l'État a dit ça. Quel prix? Je ne sais pas quel prix, dans quel prix, qu'est-ce qu'il met comme contenu? Je peux être d'accord avec lui, mais il faut que je sache qu'est-ce qu'il met dans ce contenu-là. Mais vous pensez que vous savez, lors de notre tournée à Goma, vous savez qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, emmenez-nous la paix. On n'a pas besoin. Nous, on sait aller au champ. On sait cultiver nos terres. On sait se débrouiller. On va construire nos bâtiments. On va faire le tchoukoudou. On va porter des affaires. Emmenez-nous la paix. C'est tout ce qui nous importe. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour emmener la paix à ce peuple qui est meurtri? On fait tout. On met tout en œuvre. La guerre. Quitte à vouloir... Mais s'il faut faire la guerre, faisons la guerre. Mais cette guerre doit être une question nationale. Vous avez dit, il faut s'inquiéter sur la population. Mais la population participe activement. Vous savez qu'il y a des jours où nos vaillants soldats manquent à manger. Qui leur donne de la nourriture? La population. Eh bien, c'est la population. Elle est déjà dans ce processus de guerre. Il y a la société civile, même si on peut la critiquer, qui n'arrête pas de dénoncer. Il y a 1000 militaires rwandais, il y a 2000 qui sont entrés. Mais il est déjà dans ce processus de guerre. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Quel affre que vous voulez qu'elle subisse de plus que les viols, que les sévices corporels, que la mort des parents, des enfants qui errent? La population est déjà dans ce processus de guerre. Vous vous rappelez qu'ici même à Kinshasa, où nous sommes réputés ambianceurs, nous avons arrêté des Rwandais à main nue à la Tchangou. Donc ça veut dire que nous sommes capables de prendre notre destin en main. Et s'il faut faire le sacrifice suprême pour arriver à cette paix, le Congolais est prêt à faire ce sacrifice, d'autant plus que la paix revienne. Voilà, merci bien, messieurs, dames, pour cette émission. Les questions ne sont pas finies. Hein. J'avais beaucoup de questions à poser. Nous sommes disponibles, hein, réinvitez-nous, on va reparler. Et surtout, prenant en compte la demande de Manix de parler de nos propositions concrètes sur la question de la gouvernance de la République. Moi, je suis disposé à faire un débat, mais il faudra peut-être que ça prenne 2h30, un forum spécial, parce qu'on a beaucoup de propositions à présenter. Okay. Un format de plus d'1 heure, il lasse les téléspectateurs. Le format qui peut être suivi jusqu'à un peu plus loin, c'est 45 minutes, sauf des émissions de divertissement où on peut aller là. Mais une émission de réflexion comme ça... Les débats d'entre-deux tours en France, ça prend 2h30. Ça dépend de l'intérêt. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. On se retrouve donc mercredi pour un autre numéro. Portez-vous bien et à très bientôt.